Chapitre 3. Les chiens de Dieu. Dans tout cimetière, une tombe appartient aux ghouls. Arpentez n'importe quel cimetière le temps qu'il faudra et vous la trouverez, souillée et gonflée d'humidité. La pierre fondue ou brisée, cernée d'herbes en bataille ou de plantes fétides. Et lorsque vous l'attendrez à un air d'abandon, elle sera peut-être plus froide que les autres sépultures. Aussi, et le nom sur la stèle sera dans la plupart des cas illisible. Il y a une statue sur la tombe et elle sera décapitée, ou couverte de champignons et de lichens au point de ressembler elle-même à de la moisissure. Si une seule tombe dans un cimetière semble avoir été vandalisée par des minables, c'est la porte des ghouls. Si cette tombe vous donne envie d'être ailleurs, c'est la porte des ghouls. Il y en avait une dans le cimetière de Bob. Il y en a une dans tout cimetière. Ensuite, on voit des images en mode zombie, ça fait peur, dans des nuages et tout. Et en fait, au-dessus du cimetière, t'as des zombies et tout, avec des têtes bizarres. Silas partait. Bob avait été contrarié de l'apprendre. Là, il n'était plus contrarié, il était furieux. Mais pourquoi demanda-t-il ? Je te l'ai dit, j'ai besoin de trouver certaines informations pour ce faire. Il faut que je voyage. Pour voyager, il faut que je parte d'ici. Nous avons déjà discuté de tout cela. Qu'est-ce qui peut être assez important pour t'obliger à partir ? Du haut de ses 6 ans, Bob s'efforçait d'imaginer une chose capable de pousser Silas à vouloir le quitter sans succès. Ce n'est pas juste. Son tuteur demeurait imperturbable. Ce n'est ni juste ni injuste, Nobody Owens. C'est ainsi. Bob ne se laissa pas faire. Tu dois t'occuper de moi, tu m'as promis. En tant que tuteur, j'ai des responsabilités envers toi, oui. Fort heureusement, je ne suis pas le seul individu au monde à accepter de les endosser. Tu vas où d'abord ? Ailleurs, loin. J'ai des choses à découvrir que je ne puis découvrir ici. Bob râla de dépit et s'éloigna en tapant des pieds dans les cailloux imaginaires. Sur la face nord-ouest du cimetière, une végétation enchevêtrée avait tout envahi, bien trop fournie pour être domptée par le jardinier des amis du cimetière. Il s'y rendit à pas lents, réveilla une famille d'enfants victoriennes qui étaient tous morts avant leur 10e anniversaire, et ensemble ils jouèrent à cache-cache au clair de lune, dans la jungle des lianes de lierre. Bob s'efforça de faire comme si Silas ne partait pas, comme si tout était immuable, mais lorsque le jeu prit fin et il regagna en courant la vieille chapelle, il vit deux choses qui le firent changer d'avis. La première était un sac, c'était Bob le sut à l'instant où il posa les yeux dessus, le sac de Silas. Il y avait au moins 150 ans et c'était une Planzer en cuir noir, pareillement de cuir et poignée noire. Un genre de sac qui aurait pu appartenir à un médecin ou à un croque-mort de l'ère victorienne et renfermait tous leurs instruments. Bob n'avait jamais vu le sac de Silas, il ignorait même que Silas en eût un, mais ce genre de sac ne pouvait être qu'à lui. Bob essaya de regarder discrètement à l'intérieur, mais il était fermé par un gros cadenas de cuivre. Il était trop lourd pour que Bob pût le soulever. C'était la première chose. La seconde se trouvait sur le banc à côté de la chapelle. Bob, dit Silas, je te présente Miss Lupescu. Miss Lupescu n'était pas jolie. Elle avait des traits pincés et l'air désapprobateur. Ses cheveux étaient gris, bien que son visage semblait trop jeune pour ses cheveux gris. Ses dents de devant étaient légèrement de travers. Elle portait un grand imperméable et avait au cou une cravate d'homme. Bonjour, Miss Lupescu. Miss Lupescu ne répondit rien. Elle renifla, puis elle regarda. Elle regarda Silas et dit alors, voilà donc le garçon. Elle se leva de son chaise et tourna autour de Bob, les narines frémissantes comme pour le flairer. Lorsqu'il lui achevait un tour complet, elle ajouta tu viendras me voir dès ton réveil, et avant d'aller dormir, j'ai loué ta chambre dans maison là-bas. J'ai loué chambre dans maison là-bas. Elle montra du doigt un toit tout juste visible de là où il se trouvait. Toutefois, je passerai mon temps dans ce cimetière. Je suis ici en tant qu'historienne pour mener des recherches sur tombes anciennes. Tu comprends, boy? Da.
Bob, dit Bob. C'est Bob, pas Boy. Le diminutif de Nobody. Un nom idiot, d'ailleurs. Bob, c'est un nom d'animal de compagnie. Un surnom. Je ne l'approuve pas. Je t'appellerai Boy. Et tu m'appelleras Miss Lupescu. Bob leva un regard suppliant sur Silas, mais ne lut aucune pitié sur son visage. Silas ramassa le sac et dit : « Tu seras en bonne main avec Miss Lupescu, Bob. Je suis sûr que vous allez vous entendre. » « Pas du tout, protesta Bob. Elle est horrible. C'est très grossier ce que tu viens de dire. Je pense que tu devrais t'excuser, tu ne crois pas ? Bob n'était pas d'accord, mais Silas le regardait, son sac noir à la main, sur le point de partir pour on ne savait combien de temps, si bien qu'il céda. Pardon, Miss Lupescu. Tout d'abord, elle ne répondit rien, puis elle se contenta de renifler, puis parla. Je suis venu de loin pour veiller sur toi, Boy. J'espère que tu en vaut la peine. Bob ne pouvait pas imaginer d'embrasser Silas. Il lui tendit donc la main et Silas s'inclina pour la serrer avec douceur, faisant disparaître une petite main sale dans son immense main pâle. Puis, soulevant son sac de cuir noir comme si il ne pesait rien, il descendit l'allée et sortit du cimetière. Bob en parla à ses parents. Silas est parti. Il reviendra, dit gaiement Monsieur Owens. Ne te mets pas une martelle en tête pour cela, Bob. Il reviendra aussi sûrement qu'une fausse pièce, comme on dit. À ta naissance, ajouta mademoiselle Owens, il nous a promis que s'il devait s'absenter, il trouverait quelqu'un pour t'apporter à manger et garder un œil sur toi. Et il l'a fait. On peut compter sur lui. Silas apportait de la nourriture pour Bob, il est vrai. Il la lui laissait chaque nuit dans la crypte. Mais c'était de la vie de Bob la moindre des choses qu'il avait faites pour lui. Il lui donnait des conseils avisés, raisonnés, infailliblement justes. Il était plus savant que les gens du cimetière car ses excursions nocturnes à l'extérieur lui permettaient de décrire le monde actuel et non dépassé depuis des siècles, immuable et fiable. Il avait été présent chaque nuit de la vie de Bob qui peinait à imaginer la petite église vidée de son seul habitant et par-dessus tout avec lui, Bob se sentait en sécurité. Miss Lupescu ne considérait pas, elle non plus, que son travail consistait simplement à apporter à manger à Bob. C'est pourtant ce qu'elle fit, entre autres. Qu'est-ce que c'est lui demanda Bob au greffier. De bonnes choses, dit Miss Lupescu. Ils étaient dans la crypte, elle avait posé 2 boîtes en plastique sur la table et souleva les couvercles. Elle désigna la première. C'est soupe ragoût, betterave et orge. Elle montra la seconde. C'est salade. Maintenant tu manges les 2, j'ai fait pour toi. Bob leva les yeux pour elle pour savoir si c'était une blague. La nourriture de Silas était presque toujours en sachet, achetée dans un endroit où on vend à manger tard le soir, sans poser de questions. Bob ne lui avait jamais apporté à manger. Personne ne lui avait jamais apporté à manger dans une boîte en plastique fermée par un couvercle. Ça sent très mauvais, dit-il. Si tu ne manges pas soupe ragoût vite, ce sera plus horrible, ce sera froid. Mange maintenant. Bob avait faim. Il empoigna une cuillère en plastique, la plongea dans le ragoût rouge violacé et mangea. Cette nourriture gluante était nouvelle pour lui, mais il parvint à l'avaler. Maintenant, la salade, annonça Miss Lupescu, en faisant sauter le couvercle de la seconde boîte. Elle se composait de gros morceaux d'oignons crus, de betteraves et de tomates, le tout sous une épaisse sauce vinaigrée. Bob mit un morceau de betterave dans sa bouche et commença à mâcher. Il sentit la salive s'accumuler et comprit que s'il avalait, il rendrait tout. Je ne peux pas manger ça, c'est bon pour toi, ça me donne envie de vomir. Ils se regardèrent fixement, le petit garçon aux cheveux de souris ébouriffés, la femme pâle et pincée, dont pas un cheveu d'argent ne dépassait. Tu manges encore une bouchée, insista Miss Lupescu. Je peux pas. Tu manges encore une bouchée maintenant ou tu restes ici jusqu'à ce que tu aies tout terminé. Bob piqua dans un morceau de tomate vinaigrée, le mâcha, déglutit péniblement. Miss Lupescu déplaça le couvercle dans des boîtes qu'elle rangea dans des sacs en plastique. À présent, les leçons, dit-elle. On était en plein été, la nuit complète ne tomberait pas avant minuit ou presque. Il n'y avait pas de leçons en plein été. Ces heures de veille, Bob les passait à jouer, explorer ou escalader dans un chaud crépuscule sans fin. Les leçons. Ton tuteur a pensé qu'il serait bon que je t'apprenne des choses. J'ai déjà des professeurs. Laetitia Burrows me donne des cours d'écriture et de vocabulaire.
Monsieur Pennyworth m'enseigne le système complet pour l'éducation des jeunes gentilshommes avec supplément à l'intention des post-mortem. Je fais de la géographie et tout. J'en ai pas besoin de leçons en plus. Alors tu sais tout, hein, boy. 6 ans et ça c'est déjà tout. J'ai pas dit ça. Miss Lupescu croisait les bras. Parle-moi des ghouls. Bob s'efforça de se rappeler ce que Silas lui avait raconté sur les ghouls au fil des ans. Il faut les éviter. Et c'est tout ce que tu sais, Da? Pourquoi faut-il les éviter? D'où elles viennent? Où vont-elles? Pourquoi ne faut-il pas rester près d'une porte d'une goule? Alors, boy? Bob haussa les épaules et secoua la tête. Cite-moi les différentes catégories de personnes, dit Miss Lupescu. Tout de suite. Bob réfléchissa un instant. Les vivants, les morts. Il s'arrêta. Les chats? Tu es ignorant, boy. C'est mal. Et tu te contentes de ton ignorance. C'est pire. Répète après moi. Il y a les vivants et les morts. Il y a les diurnes et les nocturnes. Il y a les ghouls et les arpenteurs de brume. Il y a les grands chasseurs et les deux chiens de Dieu. Il y a les grands chasseurs et les chiens de Dieu. Enfin, il y a les solitaires. Vous êtes quoi? Vous demanda Bob. Moi, répondit-elle d'un air sévère, je suis Miss Lupescu. Et Silas? Elle hésita, puis elle dit, c'est en solitaire. Bob endura la leçon. Quand Silas lui apprenait des choses, c'était intéressant la plupart du temps. Il ne s'apercevait même pas qu'il avançait. Miss Lupescu enseignait au moyen de listes dont Bob ne voyait pas l'intérêt. Il resta dans la crypte en se languissant de sortir dans ce crépuscule d'été sous la lune fantôme. À la fin de la leçon, d'une humeur massacrante, il s'enfuit. Il chercha des camarades de jeu mais trouva personne. Il n'avait rien d'autre qu'un gros chien gris qui rôdait entre les tombes, toujours à distance de lui, glissant entre les stèles et traversant les ombres. Au fil de la semaine, les choses empirèrent. Miss Lupescu continua à apporter à Bob des plats préparés pour ses soins. Boulettes noyées dans la graisse, soupe épaisse rouge violacée avec une grosse cuillerée de crème aigre, petites patates à l'eau froide, saucisses froides saturées d'ail, œufs durs baignant dans un liquide gris peu ragoûtant. Il mangeait le moins possible. Ses leçons se poursuivirent 2 jours durant. Elle ne lui enseigna rien d'autre que les manières d'appeler à l'aide dans toutes les langues du monde. Et il s'oubliait ou se trompait. Elle lui donna un petit coup de stylo sur les doigts. Le 3e jour, elle lui envoya des questions rafales. Français, au secours. Morse, SOS. 3 points, 3 traits, 3 points. Maigre bête de la nuit. C'est idiot, je ne me rappelle même pas ce que c'est, une maigre bête de la nuit. Leurs ailes sont glabres, elles volent bas et vite. Elles ne viennent pas de ce monde-ci, mais elles hantent le ciel rouge au-dessus de la grotte de Golheim. Et ça me servira jamais à rien de savoir ça. La bouche de Miss Lupescu se pensa de plus belle. Pour sa réponse, elle redemanda. Maigre bête de la nuit. Bob fit le bruit de gorge qu'elle avait enseigné. Une plaie stridente, semblable au cri de l'aigle, elle renifia, passable. Bob avait terriblement hâte que Silas revienne. Il y a parfois un gros chien gris dans le cimetière, dit-il. Il est arrivé en même temps que vous, il est à vous? Miss Lupescu rajusta sa cravate. Non, c'est fini pour aujourd'hui. Tu liras ce soir les listes que je t'ai données et tu les apprendras par cœur pour demain. Les listes étaient imprimées à l'encre rose pâle sur du papier blanc. Elle sentait le vieux. Bob emporta la dernière en haut de la colline et s'efforça de lire les mots, mais son attention ne cessait que de dériver. Il finit par plier et la coincer sous une pierre. Personne ne voulait jouer avec lui cette nuit-là. Personne ne voulait jouer, ni parler, ni courir, ni escalader sous l'énorme lune d'été. Il repartit vers la tombe des Owens pour se plaindre à ses parents, mais Mademoiselle Owens ne voulut pas entendre un mot contre Miss Lupescu pour la simple raison, injuste, de la vie de Bob, que c'était Silas qui l'avait choisi. Quant à Monsieur Owens, il se contenta de hausser les épaules et se mit à raconter l'époque où il était apprenti dans un atelier d'ébénisterie et où il aurait bien aimé apprendre toutes ces choses tellement utiles, ce que Bob trouva encore pire. N'as-tu pas des leçons pour apprendre ailleurs lui demanda Mademoiselle Owens, et Bob serra les doigts sans répondre. Bob ruminait de toute cette injustice et errait dans le cimetière en donnant des coups de pied dans les cailloux. Il repéra le chien gris sombre et l'appela dans l'espoir qu'il vienne jouer avec lui, mais le molosse gardait ses distances et Bob, énervé, lui jeta une poignée de boue
Il alla s'écraser contre une tombe toute proche en envoyant de la terre partout. Le gros chien fixa sur Bob un regard plein de reproches, puis s'éloigna dans l'ombre et disparut. Le garçon redescendit la colline par le sud-ouest en évitant la vieille chapelle. Il ne tenait pas à voir l'endroit où Silas n'était pas. Il s'arrêtait à côté d'une tombe dont l'aspect s'accordait parfaitement avec ses sentiments. Elle se trouvait sous un chêne frappé par la foudre, ce qui n'était plus qu'un tronc noir, comme une serre d'oiseau acérée surgissant de la colline. La tombe elle-même était tachée d'humidité et fissurée. Sous une stèle d'où pendait un ange décapité, dont la robe ressemblait à un énorme immonde champignon d'écorce. Bob s'assit sur une touffe d'herbe pour s'apitoyer sur son sort et détester tout le monde. Il haïssait même Silas d'être parti et de l'avoir quitté. Puis il ferma les yeux, se roula en boule dans l'herbe et s'enfonça dans un sommeil sans rêve. Dans la rue en bas, montant vers la colline, s'en venait le duc de Westminster, monsieur le député Archibald Fitzhugh et l'évêque de Bath and Wells. Sautant et glissant d'une ombre à l'autre, maigre et tanné, nous tendons en écartillage, dépenaillés et déguenillés, cambriolant et rebondissant et se faufilant, franchissant les poubelles à saute-mouton, furtifs dans l'ombre des haies. Ils étaient petits, comme des personnes de taille normale qui auraient rétréci au soleil. Ils échangeaient des phrases pleines de sous-entendus tels que « Si votre grâce sait que c'est mieux que nous où nous sommes, je lui saurais gré de le dire. Sinon, elle serait bien inspirée de fermer son gobe-mouche. » Ou « Tout ce que je dis, Excellence, c'est que je le sais bougrement bien qu'il y a un cimetière près d'ici. Je l'ai reniflé. » Ou encore « Si vous l'aviez senti, dame, je l'aurais senti aussi, ça pour sûr, car j'ai plus de fleurs que vous, votre grâce. » Le tout en courbant l'échine pour se couler dans les jardins de ce quartier résidentiel. Ils en contournèrent un « Psst, des chiens !» siffla le monsieur le député Archibald Fitzhugh. En passant par le mur d'enceinte, trottina sur l'arête comme des rats aussi gros qu'un enfant. Ils descendirent dans la grande rue, puis gravirent la route qui montait sur la colline. Enfin, ils atteignirent le mur du cimetière, qu'ils escaladèrent tels des écureuils dans un arbre et reniflèrent. « Gare au cabot, dit le duc de Westminster. Où ça? Aucune idée, quelque part par ici. Ce ne sont pas le clébard ordinaire, pour sûr, observa l'évêque Bath and Wells. J'en connais un qui ne sentait pas non plus ce cimetière. Persifla monsieur le député Archibald Fitzhugh. N'est-ce pas? Ce n'est qu'un chien. Allons. Tous trois sautèrent du mur, gagnèrent le sol et partirent en courant, usant de leurs bras autant que de leurs jambes pour se propulser à travers le cimetière jusqu'à la porte des Goules, sous l'arbre foudroyé. Et arrivés à la porte, sous le clair de lune, ils s'arrêtèrent. « Qu'est-ce que donc que ça ?» s'étonna l'évêque Bath and Wells. « Sapristi !» s'exclama le duc de Westminster. À ce moment, Bob s'éveilla. Les trois visages qui le fixaient auraient pu appartenir à des humains momifiés, tout décharnés et desséchés, sauf que leurs traits étaient mobiles et animés. Bouches souriant, de toutes leurs dents effilées et gâtées, yeux brillants comme des billes, doigts griffus, agités et tambourinants. « Qui êtes-vous » demanda Bob. « Nous » déclara l'une des créatures, qui n'était, Bob s'en rendit compte, pas beaucoup plus grande que lui. « On est des gens importants, nous. Lui, c'est le duc de Westminster. » Le plus grand s'inclina en disant « Enchanté !» Et ça, c'est l'évêque Bath and Wells, le personnage qui découvrit ses dents aiguisées et agita entre eux une langue pointue d'une longueur improbable, ne ressemblait pas à l'idée que Bob se faisait d'un évêque. Sa peau était marbrée comme un cheval pie, et il avait une grosse tache sur l'œil qui lui donnait presque un air de pirate. Et moué d'un honneur d'être monsieur, le député Archibald Fitzhugh, à votre service. Les trois créatures s'inclinèrent de ce concert. Alors, mon garçon, que fais-tu là,
s'enquit l'évêque de Bath and Wells. Et pas de carabistouille. N'oublie pas que tu t'adresses à un prélat. Racontez votre seigneurie l'encouragement les deux autres. Alors que Bob leur raconta, il leur expliqua que personne ne l'aimait et ni ne voulait jouer avec lui, que personne ne tenait à lui, ni se souciait de lui. C'est que même son tuteur l'avait abandonné. Saperlotte, fit le duc de Westminster en se grattant le nez. Une petite chose toute sèche, presque tout en narine. Il faut que tu trouves un endroit où tu seras apprécié. Ça n'existe pas, rétorqua Bob, et je n'ai pas le droit de sortir du cimetière. Il te faut tout un monde rempli d'amis et de petits camarades, dit l'évêque de Bath and Wells en tortillant sa longue langue, une cité des délices, de joie et de magie où tu seras aimé et non rejeté. La femme qui s'occupe de toi, précisa Bob, de moi, elle fait une cuisine dégoûtante, de la soupe aux œufs durs, ce genre de choses. La cuisine, s'écria monsieur le député Archibald Fitzbooth, là où nous qu'on va. La cuisine est la meilleure du monde entier. J'en ai des gargouillis dans l'estomac et les babines qui frétillent rien que d'y penser. Je peux venir avec vous demanda Bob. Venir avec nous répéta le duc de Westminster d'un air outré. Soyez donc pas comme ça, votre grâce, plaida l'évêque de Bath and Wells. À votre bon cœur. Gadez donc ce petit loupio. Y a pas fait un bon repas depuis je ne sais combien de temps. Je vote pour l'emmener, renchérit monsieur le député Archibald Fitzhugh. Il y a du bon miam-miam chez nous. Il se tapa sur le ventre pour montrer comme la nourriture était bonne. Alors, en route pour l'aventure demanda le duc de Westminster, à moins que tu ne préfères gâcher le reste de ta vie ici. Et ses deux doigts osseux de ses deux doigts osseux, il montra le cimetière et la nuit. Bob pensa à Miss Lupescu, à sa cousine infecte, à ses listes, à sa bouche pincée. En route, dit-il. Ses trois nouveaux amis avaient beau être de sa taille, ils étaient bien plus forts que n'importe quel enfant, et Bob se retrouvera soulevé par l'évêque de Bath and Wells et tenu au-dessus de sa tête. Cependant, le duc de Westminster empoigna une touffe d'herbe galeuse, criait quelque chose comme Slacht, Specht, Kavacht, et la tira. La pierre plate qui couvrait la tombe pivota comme une trappe et s'ouvrit sur les ténèbres profondes. Allez, vite, souffla le duc, et l'évêque de Bath and Wells jeta Bob dans le trou noir avant de sauter par la suite, suivi de monsieur le député Archibald Fitzbooth, puis, d'un ton agile, le duc de Westminster, qui aussitôt entré, s'écria « Wesh, Cadaros !» Pour refermer la porte des goules, la prière retomba à grand fracas au-dessus d'eux. Bob tombait comme une pierre, dégringolait dans l'obscurité comme un éclat de marbre. Trop ébahi pour avoir peur, il se demandait ce que pouvait bien être ce trou sous la tombe, lorsque deux mains fermes l'attrapèrent sous les bras et le projetèrent en avant dans le noir complet. Il y avait des années que Bob n'avait pas fait l'expérience de l'obscurité totale. Au cimetière, il voyait comme voyaient les morts, et nulle tombe ni crypte n'était réellement opaque à ses yeux. À présent, plongé dans les ténèbres, il sentait qu'il avançait par à-coups et poussait brusques, et le vent sifflait à ses oreilles. C'était terrifiant, c'était aussi grisant. Et puis il y eut de la lumière et tout changea. Le ciel était rouge, mais pas du rouge chaleureux d'un coucher de soleil. C'était du rouge agressif, virulent, de la couleur d'une plaie infectée. Le soleil petit était comme vieux et lointain. L'air était froid, il descendait à toute vitesse le long d'un mur. Les pierres tombales et les statues pointaient à l'horizontale sur ce mur, qui était comme une gigantesque cimetière renversé sur le flanc, et tels trois chimpanzés ratatinés en complet noir loqueteux boutonné dans le dos. Le duc de Westminster, l'évêque de Bath and Wells et monsieur le député Archibald Fitzhugh se balançaient de statue en stèle, tenant Bob suspendu entre eux dans leur course et se le renvoyaient sans jamais le rater, et le rattrapèrent toujours avec aisance même sans regarder ce qu'il faisait. Bob essayait de lever la tête pour apercevoir la tombe sur laquelle ils avaient pénétré dans ce monde étrange, mais il ne vit que des sépultures.
Il se demanda si chacune des tombes qu'il dépassait servait d'entrée à des gens comme ceux qui le transportaient. Ouais non, Lou, demanda-t-il. Mais sa voix fut balayée par le vent. Ils allaient de plus en plus vite, droit devant eux. Bob vit une statue pivoter vers le haut, et deux autres créatures tout à fait semblables à celles qui m'emportaient furent catapultées dans ce monde au ciel écarlate. L'une était vêtue d'une grande robe soyeuse et dépenaillée qui avait dû un jour être blanche, l'autre d'un complet gris, taché et trop grand pour elle, aux manches déchiquetées en lambeaux noirâtres. À la vue de Bob et de trois nouveaux amis, elles fondirent sur eux, plongeant de 20 pieds sans difficulté. Le duc de Westminster poussait un gloussement rauque, fit semblant d'avoir peur, et Bob et les trois autres dévalèrent le mur de tombe, toujours se balançant, poursuivis par les deux nouvelles créatures. Aucune d'elles ne donnait signe de fatigue ou d'essoufflement, sous le ciel rouge, sous le regard fixe de ce soleil épuisé tel un œil mort. Mais elles finirent par s'arrêter auprès d'une gigantesque statue dont toute la face ressemblait dévorée par une tumeur fungoïde. Bob fut présenté au 33e président des États-Unis et à l'empereur de Chine. Voici Maître Bob, il annonça l'évêque de Bath Wells. Il va devenir l'un des nôtres. Il est à la recherche d'un bon repas, précisa le monsieur député Archibald Fitzhugh. Eh bien, la bonne chère est garantie à ceux qui sont des nôtres, jeune homme, dit l'empereur de Chine. Ouais, ajouta le 33e président des États-Unis. Moi, devenir des vôtres, étonna Bob, vous voulez dire que je vais me transformer en vous? Vif comme l'éclair, malin comme un singe, il faut se lever tard pour lui en compter à ce garçon. Il se rengorgea l'évêque de Bath Wells. Absolument, l'un des nôtres, fort rapide, indomptable comme nous. Des gens assez forts pour broyer tous les os, la langue assez serpentine pour lécher la moelle la plus profonde ou dépecer un gros bonhomme, renchérit l'empereur de Chine. Prompt à glisser d'ombre en ombre, jamais remarqué, jamais soupçonné, libre comme l'air, vif comme la pensée, froid comme le givre, dur comme la pierre, dangereux comme nous, conclut le duc de Westminster. Bob regarda les créatures. Mais si je ne veux pas être comme vous, demanda-t-il. Mais tu ne veux pas? Mais bien sûr que si, que tu le veux. Qu'y a-t-il de mieux? Je me doute qu'il se trouve une âme dans l'univers qui ne veuille être absolument comme nous. Nous avons la plus belle des villes. Golheim, grogna le 33e président des États-Unis. La plus belle ville. La plus belle vie, la meilleure chair. Imagine un peu, s'emportait l'évêque de Bath Wells, la saveur de la divine humeur froide collectée dans ce cercueil de plomb, ou l'effet que cela fait d'être plus important que roi et reine, avec les présidents, les premiers ministres et les héros, d'en être certain, aussi vrai que les hommes importent plus que les jeux de Bruxelles. Mais vous êtes quoi? Demanda Bob. Des ghouls, dit l'évêque de Bath Wells. Eh bien, dis-moi, j'en connais un qui a rien suivi, hein. Nous sommes des ghouls. Regardez, au-dessus de toute une troupe de petites créatures, bondissant, couraient, sautillaient, plongeaient, vers le chemin en contrebas. Sans avoir le temps d'ajouter un mot, Bob fut empoigné par une paire de mains osseuses et enlevé dans l'air propulsé et pas embardé et par des bonds en avant, entraîné par les créatures qui fonçaient rejoindre leurs semblables. Le mur des tombes s'achevait et il y avait là rien. Il y avait là une route, rien d'autre qu'une route, un chemin bien tracé à travers une plaine désolée, un désert de pierre et d'os, serpentant vers une ville haut perchée sur une immense colline de roches rouges, à des lieues de là. Bob leva les yeux vers la ville et fut frappé d'horreur. Une émotion le submergea, un mélange de répulsion et de peur, de dégoût et de répugnance, avec une pointe de stupeur. Les ghouls ne bâtissent rien. Ce sont les parasites des charognards, des dépeceuses de carcasses. La ville de Golheim est une chose qu'elles ont trouvée, il y a longtemps, mais qu'elles n'ont pas construite. Nul ne sait plus, à supposer qu'un humain l'ait su, quelle sorte de créatures ont élevé ces édifices, ont criblé la roche de tunnels et de trous et de tours, mais il est certain que personne, hormis le peuple des ghouls, n'eût souhaité y rester, même approcher ce lieu. Même depuis le chemin au-dessous de Golheim, même à des lieues de distance, Bob voyait que les angles étaient faux, que les murs avaient des pentes absurdes et que c'était l'incarnation de tous les cauchemars qu'il eût jamais endurés, comme une énorme bouche hérissée de dents gâtées. Cette ville qu'il avait
qui n'avait été bâti que pour être abandonné, toutes ces terreurs, des folies et les répulsions des créatures qu'il avait fondées, se redressaient dans sa pierre. Le peuple des Ghouls l'avait retrouvé, s'y était plus à merveille et s'y était senti chez lui. Les Ghouls se déplaçaient rapidement. Elles fourmillaient au long du chemin, à travers le désert, plus vite que le vol d'un vautour, et Bob était emporté avec elles. Tenu loin au-dessus des têtes par 2 robustes bras de Ghouls, jetés de l'une à l'autre, pris de nausée, pris de peur et de désarroi, et se sentaient idiots. Au-dessus d'eux, dans l'aigre ciel rouge, les choses planaient en rond sur des ailes noires immenses. « Attention, prévint l'évêque de Westminster, cachez-le. Faudrait pas que de maigres bêtes de la nuit viennent nous le piquer, certaines les voleuses. »« Fi, à bas les voleuses !» s'écria l'empereur de Chine. Les maigres bêtes de la nuit, dans le ciel rouge au-dessus de Golheim. Bob prit une profonde inspiration et cria, exactement comme on le lui avait appris Miss Lupescu. Il poussa une plainte semblable au cri de l'aigle ou du fond de la gorge. L'un des fauves ailés descendit vers lui, décrivit des cercles en bas, et Bob appela à nouveau, jusqu'à que de mains dures se plaquaient sur sa bouche pour étouffer un cri. « Bonne idée de les appeler, dit monsieur le député Archibald Fitzbourg, mais crois-moi, elles sont immangeables. Tant qu'elles n'ont pas faisandé au moins 2 bonnes semaines, et elles n'apportent rien que des ennuis. On n'est pas copains, elle et nous, hein. » La maigre bête de la nuit remonta dans l'air sec du désert pour aller rejoindre ses compagnons, et Bob sentit tout espoir. Les Ghouls poursuivirent leur course vers la ville sur le rocher, et Bob, jeté sans ménagement sur les épaules puantes du duc de Westminster, était toujours entraîné avec elle. Le soleil mort se coucha, et les 2 lunes se levèrent. L'une vaste, blanche et crevassée, qui semblait à cet instant occuper la moitié de l'horizon, et une autre plus petite, du vert bleuâtre des veines de moisie dans le fromage, et l'apparition de celle d'une lune fêtée par les Ghouls. Elles mirent fin à leur course et installèrent un campement à l'écart de la route. L'un des nouveaux membres de la clique, probablement, pensait Rob, celui qu'on avait présenté comme le célèbre écrivain Victor Hugo, ouvrit un grand sac qui se révéla plein de bois brûlé, dont certains morceaux portaient encore des charnières ou des poignées de laiton, ainsi qu'un briquet en métal, et il eut tôt fait allumer d'un feu autour duquel toutes les Ghouls vinrent s'asseoir et se reposer. Elles regardaient d'en bas la lune vert bleuâtre et se disputaient les merveilleuses places autour du feu et échangeaient des injures. Parfois un coup de griffe ou de dent. « Nous allons bientôt dormir et nous repartirons pour Golheim au coucher de la lune, » déclara le duc de Westminster. « Il n'y en a plus que pour 9 ou 10 heures de course. Nous devrions aller pour le prochain lever de lune, puis nous donnerons un bal, hein. Tu vas devenir l'un des nôtres, ça se fête. Ça ne fait pas mal, le rassura monsieur le député Archibald Fitzhugh. Tu ne t'en apercevras même pas, et après, pense comme tu veux, tu seras heureux. » Tous se mirent ensuite à dire combien il était beau et merveilleux d'être une Ghoul et à compter tout ce qu'ils avaient broyé et englouti sous leurs dents puissantes. Ils étaient insensibles à la maladie, précisa l'un d'entre eux. Mais oui, de quoi se fût mort leur dîner. Ils pouvaient le dévorer sans souci. Ils évoquèrent les lieux qu'ils fréquentaient, principalement des catacombes et des charniers de pestiférés. Les charniers de pestiférés, on y mange bien, commenta l'empereur de Chine. Et tout le monde fut d'accord. Ils racontèrent à Bob d'où ils tenaient leur nom et lui expliquèrent que lui-même, une fois transformé en Ghoul anonyme, serait à son tour baptisé comme les autres. « Mais je ne veux pas devenir l'un des vôtres, protesta Bob. « D'une manière ou d'une autre, répondit joyeusement l'évêque de Bath and Wells. Tu deviendras. L'autre manière est plus salissante, être impliqué. Il implique d'être digéré, et tu n'aurais pas vraiment le temps d'en profiter. » « Mais ce n'est pas un bon sujet de conversation, dit l'empereur de Chine. Mieux vaut être une Ghoul. Nous, on n'a peur de rien. » Et toutes les Ghouls autour du feu de bois du cercueil mugirent à ces mots, et grondèrent et chantèrent et proclamèrent leur grande sagesse et leur grande puissance,
et leur grand bonheur de n'avoir peur de rien. Il y eut un bruit alors, venu du désert, venu de très loin, un hurlement distant, et les goules baragouinèrent entre elles et se blottirent plus près des flammes. Qu'est-ce que c'était demanda Bob. Les goules secouèrent la tête. Juste une chose dans le désert, trancha l'une d'entre elles. Taisez-vous, elle va nous entendre. Et toutes les goules se turent un petit moment, jusqu'à qu'elles eussent oublié la chose dans le désert, puis entonnèrent des chants de goules emplis de mots putrides et de sentiments pis encore. Leur préférence était de simples listes de parties de corps en décomposition qu'elles aimaient à dévorer, et dans quel ordre. Je veux rentrer chez moi, dit Bob, lorsque le dernier morceau dans la chanson eut été consommé. Je n'aime pas être ici. Ne t'en fais donc pas, lui répondit le duc de Westminster. Vois-tu, Petiot, je te promets que dès que tu seras des nôtres, tu ne te rappelleras même plus d'avoir eu un chez toi. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'étais avant d'être une goule, confirma le célèbre écrivain Victor Hugo. Moi non plus, ajouta l'empereur de Chine tout fier. Pareil, fit le 33e président des États-Unis. Tu appartiendras à un cercle très fermé, celui des créatures les plus malignes et les plus fortes, les plus courageuses qui soient, fanfaronna l'évêque de Bath and Wells. Bob n'était pas convaincu de la bravoure ni de la sagesse des goules, mais elles étaient très fortes et d'une rapidité surhumaine, et il se trouvait au milieu de toute une bande d'entre elles. Toute évasion était impossible. Elle l'aurait attrapé avant qu'il ait parcouru 20 mètres. Loin dans la nuit, quelque chose hurla de nouveau, et les goules se rapprochèrent du feu. Bob les entendait renifler et jurer. Il ferma les yeux, malheureusement, et perclut le mal du pays. Il pourrait s'endormir dans un tel état d'inquiétude et de désespoir, et puis, presque par surprise, pendant 2 ou 3 heures, il dormait. Une voix le réveilla, contrarié, forte, proche. Quelqu'un disait « Alors, où qui sont, hein ?» Ouvrant les yeux, il vit l'évêque de Bath and Wells crier après l'empereur de Chine. Apparemment, deux membres de leur groupe avaient disparu dans la nuit. S'étaient évanouis, comme ça, sans que personne ne pût l'expliquer. Les goules restantes étaient à cran. Elles levèrent le camp à toute vitesse. Et le 33e président des États-Unis souleva Bob pour le poser comme un ballon sur son épaule. Les goules dévalèrent à hâte la falaise rocheuse pour rejoindre la route, sous un ciel de couleur mauvais sang, et se mirent en chemin vers Golheim. Elles se montraient nettement moins d'exubérance. Ce matin, elles avaient l'air, du moins d'après Bob, ballottées à leur côté, de fuir quelque chose vers la mi-journée. Sous l'œil mort du soleil, les goules s'arrêtèrent et se blottirent les unes contre les autres. Devant elles, du haut dans le ciel, décrivant des cercles dans l'air chaud, les maigres bêtes de la nuit étaient là, par dizaines, à planer sur les courants thermiques. Les goules se divisèrent en deux factions, celles qui n'accordaient aucune importance à la disparition de leurs camarades, et celles qui pensaient que quelque chose, probablement des maigres bêtes de la nuit, leur en voulait. Elles échouèrent à se mettre d'accord, si ce n'est un consensus général pour s'armer de pierres et les jeter aux maigres bêtes si elles descendaient, et elles remplirent les poches de leurs complets de leurs robes de cailloux ramassés sur le sol du désert. Quelque chose hurla, quelque part sur leur gauche dans le désert, et les goules échangèrent des regards. C'était plus fort que la nuit précédente et plus proche. Un profond hurlement de loup. « Vous avez entendu ça ?» demanda son Excellence le maire de Londres. « Non, » fit le 33e président des États-Unis. « Moi non plus, renchérit monsieur le député Archibald Fitzbourg. Le hurlement revint. « Il faut rentrer chez nous, dit le duc de Westminster en soupesant une grosse pierre. La cauchemardesque cité de Golheim était perchée sur un haut affleurement rocheux droit devant eux, et les créatures couraient à longues enjambées sur les routes qui y menaient. « Attention, en voilà !» cria l'évêque de Bath and Wells. « Lapidez-les, ces sales bêtes !» À ce moment-là, Bob voyait la tête, la tête en bas, toujours ballottée sur le dos du 33e président des États-Unis, le visage couvert de poussière sableuse et soulevé de la route, mais il entendit des clameurs, semblables aux cris de l'aigle, et une fois de plus il appela à l'aide dans le langage des maigres bêtes de la nuit. Personne n'essaya de l'en empêcher cette fois, mais il n'était pas sûr d'être entendu par-dessus les cris des maigres bêtes et des jurons vociférants des goules qui jetaient leurs cailloux en l'air. Bob perçut de nouveau le hurlement. Il venait maintenant de leur droite.
Ces satanées bestioles, il y en a des dizaines, mogea le Buck de Westminster d'un air lugubre. Le 33e président des États-Unis passa Bob au célèbre écrivain Victor Hugo, qui fourra le garçon dans son grand sac et le prit sur son épaule. Bob était soulagé que ce sac ne sentit rien d'autre que le vieux bois. Elle bat en retraite, puis pailla une goule. Regardez-les s'enfuir. Vous ne vous en faites pas, dit une voix que Bob attribua à l'évêque de Bath Wells, près du sac. Ces absurdités cesseront quand nous arriverons à Golheim. C'est impénétrable, Golheim. Bob n'aurait su dire si la lutte avec les maîtres bêtes avait fait encore moins de morts ou de blessés parmi les ghouls. Il soupçonnait, à entendre les imprécations de l'évêque Bassenwells, qu'il y avait eu d'autres disparitions. « Vite !» cria quelqu'un qui était sans doute le duc de Westminster, et les ghouls partirent en courant. Bob, dans le sac, était fort de mauvaise posture. Il battait douloureusement contre le dos du célèbre écrivain Victor Hugo et allait parfois heurter le sol. Comme si le sac n'était pas assez inconfortable, il y avait encore là-dedans plusieurs morceaux de bois, sans parler des vis et des clous pointus, tombaient des cercueils servant à faire le feu. Une vis, juste sous sa main, lui entra dans la paume. Bien que secoué et ballotté, cogné et remué à chaque pas que faisait son ravisseur, Bob parvint à rattraper le vis de sa main droite. Il en tâta la pointe. Piquante au toucher, il avait un espoir au plus profond de lui-même. Puis il enfonça la vis dans la toile du sac derrière lui, fit traverser la pointe, la retira et perça un nouveau trou un peu plus au-dessus du premier. En arrière, il entendit hurler une fois de plus, et il lui vint soudain à l'esprit qu'une chose capable de terrifier les ghouls pouvait être encore plus épouvantable de tout ce qu'il pouvait imaginer. Il cessa un instant d'enfoncer la vis. S'il allait tomber du sac dans la mâchoire d'un monstre féroce, s'il mourait, se dit-il, au moins mourrait-il en étant lui-même, avec tous ses souvenirs, en chassant qui étaient ses parents, qui était Silas et même qui était Miss Lupescu. Ça, c'était bien. Il se remit à attaquer la grosse toile à l'aide de sa vis de laiton, qu'il enfonça et poussa jusqu'à percer encore un trou. « Venez, mes amis, s'écria l'évêque de Bassenwells. En haut de mes marches, nous serons chez nous, tous hors de danger, à Golheim. Hurrah, votre grâce, clama quelqu'un d'autre, sans doute monsieur le député Archibald Fitzbourg. Les ravisseurs se déplaçaient différemment à présent, ce n'était plus qu'une progression continue, mais plutôt une séquence de mouvements, vers le haut et en avant, vers le haut et en avant. Bob poussait sur la toile du sac, s'efforçait de percer un trou assez grand pour y voir. Il regarda au dehors, au-dessus, le morne ciel rouge au-dessous. Il voyait le sol du désert, mais des centaines de pieds nus bas à présent. Des marches s'étiraient au-dessus d'eux, mais des marches pour géants, et un mur de roches noires s'élevait à sa droite. Golheim, que Bob ne pouvait pas voir de là où il était, se dressait certainement au-dessus d'eau. Sur la gauche, un précipice. Il faudrait, conclut-il, qu'il tombe bien droit sur les marches en espérant que les ghouls, dans leur impatience d'arriver à l'abri chez elles, ne remarquaient pas son évasion. Il vit des maigres bêtes de la nuit, très haut dans le ciel rouge, hésitantes, volant en cercle. Il constata avec bonheur qu'il n'y avait pas d'autres ghouls derrière lui. Le célèbre écrivain Victor Hugo fermait la marche, et personne ne risquait d'alerter les créatures sur le trou qui grandissait dans le sac, ni de voir Bob s'il en sortait. Mais il y avait autre chose. Bob fut rejeté sur le côté à distance du trou, mais il avait vu quelque chose d'énorme et de gris. Derrière eux, sur les marches, qui le poursuivaient, il entendit un grognement féroce. Monsieur Owens avait une expression pour évoquer deux choses plus pénibles l'une que l'autre. « Je suis pris entre le marteau et l'enclume, disait-il. Boy s'était toujours demandé ce que voulait dire. N'ayant jamais vu de toute sa vie passer au cimetière ni marteau ni enclume. Je suis pris entre des ghouls et le monstre, se dit-il. Et au moment où il le pensait, les dents pointues mordirent le sac de toile du sac et tirèrent au-dessus jusqu'à ce qu'elles déchirent le long les trous percés par Bob. Il dégringola sur l'escalier de pierre où un gigantesque animal gris, semblable à un chien mais bien plus gros, grognait.
bavait et le dominait de sa hauteur. Un animal aux yeux flamboyants, au croc blanc et aux pattes énormes, allaitant, il regardait fixement Bob. Devant, les ghouls étaient arrêtés. Sapristi! S'exclama le duc de Westminster. Ce molosse a attrapé le petit bougre. Qu'il le garde, commenta l'empereur de Chine. Courons! Ya! Fit le 33e président des États-Unis. Les ghouls se carapatèrent dans l'escalier. Bob était certain, à présent, qu'il avait été taillé par des géants, car aucune des marches n'était plus haute que lui. Dans leur fuite, les ghouls s'arrêtèrent que pour se retrouver et adresser des signes grossiers à la bête, peut-être bien à Bob aussi. La bête ne bougea pas de sa place. Elle va me dévorer, pensa Bob avec amertume. Bravo, Bob. Et il songea à la maison dans le cimetière, et il n'arrivait plus à se rappeler pourquoi il était parti. Chien monstrueux ou pas, il fallait qu'il rentre chez lui, il était attendu là-bas. Il passait devant la bête, sauta sur la marche suivante, 4 pieds plus bas, tomba de toute sa hauteur, atterrit sur la cheville qui se tordit sous lui, douloureusement, et il s'abattit lourdement sur la roche. Il entendit la bête qui courait, sauter vers lui et tenta de fuir en rampant pour se remettre sur pied, mais sa cheville était hors d'usage à présent, gourde et endolorie, et sans avoir le temps de s'arrêter, il tomba encore. Il tomba de la marche à l'opposé du mur de pierre, dans le vide, dans les précipices, et commença une dégringolade cauchemardesque sur des distances qu'il ne pouvait même pas imaginer. Dans sa chute, il eut la quasi-certitude d'entendre une voix venue de la direction de la bête grise. Elle disait avec l'accent de Miss Lupescu « Oh, Bod !» C'était, comme toutes les fois où il avait rêvé qu'il tombait, une chute affolée et effrénée, un piqué vers le sol tout en bas. Bob avait l'impression de... Bod avait l'impression de n'avoir de place dans la tête que pour une seule grosse pensée, si bien que les phrases « ce gros chien était en fait Miss Lupescu » et « je veux m'écraser par terre et plaf » se battaient pour occuper son esprit. Quelque chose vint s'enrouler autour de lui, tombant à la même allure que lui, puis il y eut un soudain battement d'ailes en cuir, et tout ralentit. Le sol ne semblait plus se rapprocher à la même vitesse. Les ailes battirent plus fort. Ils remontèrent quelque peu et la seule pensée de Bob était à présent. « Je vole !» Et c'était vrai. Il tournait la tête. Il y avait au-dessus de lui une tête marron foncé, parfaitement chauve, avec les yeux profonds qui ressemblaient à des blocs brillants de verre noir. Bob émit le bruit grinçant qui signifie « à l'aide » dans le langage des maigres bêtes de la nuit. Et la maigre bête sourit et poussa des ululements graves en retour. Elle avait l'air contente. Un piqué, un freinage, et ils touchèrent le sol du désert avec un choc sourd. Bod tenta de se mettre debout et sa cheville le trahit de nouveau, l'envoya trébucher dans le sable. Le vent soufflait fort et le sable du désert lui piquait la peau. La maigre bête de la nuit s'accroupit à côté de lui, ses ailes de cuir repliées dans le dos. Bod avait grandi dans un cimetière, était habitué aux images d'individus ailés, mais les anges de pierre tombales ne ressemblaient en rien à cela. Et voici qu'arrivait, bondissant vers eux sur le sol du désert dans l'ombre de Golheim, une gigantesque bête grise, comme un énorme chien. Le chien parla de la voix de Miss Lupescu. C'est la 3e fois, dit-elle, que les maigres bêtes de la nuit te sauvèrent la nuit, Bod. La première, c'est lorsque tu as appelé à l'aide, qu'elles t'ont entendu. Elles m'ont transmis le message, m'ont expliqué où tu étais. La deuxième, autour du feu, la nuit dernière, pendant que tu dormais. En tournant en rond dans le noir, elles ont entendu 2 ghouls parler entre elles, dire que tu leur portais la poisse et qu'elles devaient te fracasser le crâne à coups de pierre et te cacher quelque part pour te retrouver plus tard, quand tu te serais bien décomposé. Et alors qu'elles te mangeraient, les maigres bêtes ont réglé la question en silence. Et maintenant, ceci. Miss Lupescu ? La grosse tête canine se baissa vers lui, et pendant un instant de démence, saisi de terreur, il crut qu'elle allait le mordre, mais sa langue lui lécha la joue, affectueusement. « On va te mettre sur mon dos, » dit l'énorme bête grise qui était Miss Lupescu. Elle prononça quelque chose dans la langue grinçante de la maigre bête de la nuit, et celle-ci s'approcha pour soulever Bod, tandis qu'il passait ses bras autour du cou de Miss Lupescu. « Accroche-toi à ma fourrure, tiens-toi bien, à présent je vais partir, » dit.
et elle émit un grincement aigu. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci ou au revoir, les deux. Bod grinça de son mieux, et la maigre bête de la nuit en eut un petit rire amusé. Elle fit un bruit semblable et elle déploya ses grandes ailes de cuir. Elle courut dans le vent du désert en battant puissamment des ailes, et le vent l'attrapa et l'enleva dans les airs. Un tel cerf-volant qui prend son essor. Et maintenant, dit la bête qui était Miss Loupescu, tiens-toi bien. Elle se mit à courir. Est-ce que on va au mur des tombes? Aux portes des goules? Non. Elles sont pour les goules. Je suis un chien de Dieu, j'ai mon propre chemin pour entrer les enfers et en sortir. Et il sembla à Bod qu'elle courait encore plus vite. La lune immense se leva, la lune plus petite de couleur moisie aussi. Elles furent rejointes par une lune couleur de rubis. Et sous les lunes, le loup gris galopait d'une foulée régulière à travers le désert d'ossements. Elle s'arrêta près d'un édifice d'argile effondré, semblable à une énorme ruche, bâtie à côté d'un ruisselet qui sourdait dans le bouillonnement de la roche du désert, se déversait dans une vasque minuscule qui disparaissait de nouveau. Le loup gris baissa la tête pour boire, et Bod, puissant dans l'eau de ses mains en coupe, avala une douzaine de petits. Voici la frontière, annonça le loup gris qui était Miss Loupescu, et Bob leva les yeux. Les trois lunes avaient disparu, il voyait à présent la Voie lactée. Il la voyait comme jamais il ne l'avait vue auparavant, linceul scintillant à travers la voûte céleste. Le ciel était rempli d'étoiles. C'est beau, dit Bod. Lorsque nous serons rentrés chez nous, proposa Miss Loupescu, je t'apprendrai les noms des étoiles et les constellations. Ça me plairait bien, avoua Bod. Il se hissa à nouveau sur l'énorme de gris, enfuit son visage dans la fourrure et s'accrocha. Et il lui semblait qu'à peine quelques courts instants plus tard qu'on le portait, maladroitement comme une femme adulte peut porter un garçon de 6 ans, à travers le cimetière, vers la tombe des Owens. Il s'est blessé à la cheville. Il était en train de dire Miss Loupescu. Pauvre petit, se lamenta Dame Owens, en lui prenant le garçon et en le serrant contre ses bras compétents. Quoique sans substance, je ne puis dire que je me sois point inquiété, ce serait mentir. Mais il est de retour, et c'est tout ce qui compte. Et puis il fut parfaitement bien sous la terre, à une bonne place, la tête sur son oreiller à lui, et une douce obscurité d'épuisement l'emporta. La cheville gauche de Bob était enflée et violacée. Le docteur Trefousis, 1870-1936, qu'il renaisse dans la gloire, l'examina et diagnostiqua d'une simple foulure. Miss Loupescu revint à une expédition à la pharmacie avec un bandage à la cheville serrée, et le baronnet Josiah Worthington, qui s'était fait enterrer avec sa canne d'ébène, insista pour la prêter à Bob, qui s'amusait comme un fou à s'appuyer dessus en faisant semblant d'avoir 100 ans. Bob gravit la colline en boitant et retira dessous une pierre une feuille de papier pliée. Les chiens de Dieu, lut-il, s'étaient imprimés à l'encre violette, et c'était au-dessus le début d'une liste. Ceux que les hommes appelaient loups-garous ou lycanthropes se nomment eux-mêmes les chiens de Dieu, car selon eux leur transformation est un don de leur Créateur, et ils s'acquittent de ce don par la ténacité, car ils sont prêts à poursuivre les infâmes jusqu'aux portes de l'enfer. Bod hocha la tête. Pas seulement les infâmes, pensa-t-il. Il lut le reste de la liste et s'efforça de la mémoriser de son mieux, puis descendit à la chapelle, où Miss Loupescu l'attendait avec une petite tourte à la viande et un énorme cornet de frites acheté à la baraque du pied de la colline, ainsi qu'une nouvelle liasse de liste dupliquée à l'encre violette. Tous deux partagèrent les frites, et une fois ou deux même, Miss Loupescu sourit. Silas revint à la fin du mois. Il portait son sac noir de la main gauche et tendit la droite avec raideur, mais c'était Silas, et Bob était heureux de le voir, et le fut même encore plus lorsque Silas lui offrit un cadeau, une petite réplique du pont du Golden Gate à San Francisco. Il était presque minuit, et la nuit n'était pas encore complètement noire. Tous trois étaient complètement assis au sommet de la colline, les lumières de la nuit scintillaient au-dessous d'eux. Je suis sûr que tout s'est bien passé en mon absence, dit Silas.
J'ai appris beaucoup de choses, répondit Bob, qui tenait toujours son pont à la main. Il pointa le doigt vers le ciel nocturne. C'est la grande ours et son fils, le petit ours. Et ça, c'est Draco le dragon, se faufilant entre eux. Très bien, dit Silas. Et toi lui demanda Bob. Tu as appris des choses quand tu étais loin? Oh oui, mais il refusa d'en dire plus. Moi aussi, intervint Miss Loupescu d'un air guindé. Moi aussi, j'en ai appris des choses. Tant mieux, dit Silas. Une chouette ulula dans les branches d'un chêne. Vous savez, poursuivit-il, j'ai entendu une rumeur pendant mon absence, comme quoi il y a quelques semaines vous seriez tous les deux allés un peu plus loin que là où je peux vous suivre. En principe, je recommanderais de la prudence, mais contrairement à d'autres, les ghouls ont la mémoire courte. Tout va bien, affirma Bod. Miss Loupescu me surveillait et je n'ai jamais été en danger. Miss Loupescu regarda Bob et ses yeux brillèrent, puis elle regarda Silas. Il y a tant de choses à savoir, observa-t-elle. Peut-être je reviens l'année prochaine, pendant l'été aussi, pour donner encore des leçons à ce garçon. Silas regarda Miss Loupescu, haussa imperceptiblement un sourcil, puis il regarda Bob. Ça me paraît bien, dit Bod.